Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour le webinaire sur la sécurité. Donc j'ai la chance d'accueillir Marie ce soir, qui nous a proposé cette idée. Donc je suis très contente de l'accueillir. Merci encore d'être là. Merci à toi Euh, pour ton accueil. donc je vois que tout le monde se connecte tranquillement. Il y a des noms que je reconnais. Donc c'est vraiment chouette de se retrouver pour ces lives en français. On essaye d'en faire de temps en temps. Je vais attendre quelques minutes pour que tout le monde soit là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que vous faites de la location saisonnière, d'où vous venez. Aujourd'hui, ça sera plutôt centré France parce que ce sera des normes qui s'adressent plutôt sur le territoire français, etc. Mais bon, ça peut toujours être intéressant pour tout le monde. Et ok, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout est bien pour tout le monde? Je vois que ça se connecte doucement. Ça a l'air de marcher. Bon, je dirais que c'est parfait. Ok. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clara Mission et je m'occupe du contenu et du marketing en français chez Logify. Et puis, on essaye de faire des webinaires, des lives en français tous les 2 mois. Donc, c'est l'opportunité d'échanger, etc., sur des sujets qui se rapportent à la location saisonnière. Aujourd'hui, on va parler sécurité avec Marie. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on met souvent en avant parce que souvent les lives, c'est sur comment optimiser son activité, comment recevoir des bons avis, comment déclarer les impôts à propos de la location saisonnière, déclarer les revenus Airbnb, tout ça. Et en fait, on n'a jamais fait de live sur la sécurité. Et c'est parfois une chose qu'on oublie un peu, en fait. On se dit, on fait de la location saisonnière, la sécurité, bon, c'est pas si important, mais en fait, c'est un sujet super important. Donc, on verra ça aujourd'hui. Ce que je vais faire très brièvement, je vais vous expliquer comment se déroule le webinaire et faire une très très courte présentation sur Logify pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Et après, je laisserai la parole à Marie. Elle se présentera, elle vous donnera plein d'infos et plein de points de vigilance auxquels il faut faire attention quand on fait de la location saisonnière. Si le son ne marche pas, ça nous arrive d'avoir des commentaires sur le son, il y a un petit bouton en bleu. Donc, si vous ne pouvez pas nous entendre, généralement, il faut juste cliquer sur le petit bouton bleu. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos expériences dans le chat. Il faut que ce soit interactif et sympa pour tout le monde. Il y a une section spéciale pour les questions. C'est juste en dessous du chat, c'est un point d'interrogation. Donc, si vous avez des questions précises, on essaiera de répondre au plus grand nombre, hein, comme à chaque live. Et si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, on va vous envoyer demain le replay. Donc, c'est une vidéo YouTube que vous allez recevoir par mail. Voilà. Et si vous ne connaissez pas Logify, très rapidement, je vais vous dire ce que c'est. Et je laisserai la parole après à Marie. Donc, Logify, qu'est-ce que c'est? À part organiser des super lives en français, on est aussi un logiciel de location saisonnière qui sert à simplifier et à... Super, ok Karine, merci. Donc ça sert à simplifier votre gestion de la location saisonnière au quotidien et ça comprend un PMS pour la gestion des réservations. Il y a aussi un channel manager qui sert à synchroniser toutes vos réservations, vos calendriers de toutes les plateformes sur un même tableau de bord centralisé. Et il y a aussi un créateur de site web qui vous permet de créer votre propre site web de réservation directe. Donc, tout ça est centralisé dans le Channel Manager et dans le logiciel de location saisonnière. Et ça s'adresse aux propriétaires de location saisonnière et aussi aux gestionnaires de type conciergerie qui veulent optimiser leur activité locative. Voilà. Donc, dans la plateforme Logify, vous avez ce Channel Manager, ce qu'on appelle aussi le gestionnaire de canaux, qui va synchroniser toutes vos annonces de toutes les plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel sur le même logiciel. Vous avez aussi le créateur de site web qui vous permet de créer votre propre site web de réservation directe. Donc, vous pouvez accepter les réservations et les paiements sur votre site sans intermédiaire. Et on a aussi le PMS pour la gestion des réservations. On a pas mal d'outils d'automatisation et des outils IA pour vous aider à avoir des tâches plus automatisées au quotidien. Par exemple, dans le chat, on a de quoi mettre en place des messages automatiques pour pas devoir toujours répéter les mêmes choses devant des clients. Il y a de quoi envoyer automatiquement les codes des serrures connectées, etc. Donc, c'est pour éviter les tâches qui prennent beaucoup de temps. Et ensuite, on a une application mobile pour gérer toutes vos locations, même quand vous êtes en déplacement.
On a une partie analyse et rapport, ce qui est plutôt pratique pour la conciergerie. Comme ça vous permet en fait d'avoir un aperçu sur les performances des différents logements, des différents propriétaires et toujours savoir, comment se passent, les revenus en fait pour chaque, location, chaque réservation et voilà et le point central, c'est aussi Channel Manager qui vous évite d'avoir des doubles réservations. Depuis peu, on a une nouvelle fonctionnalité. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes utilisaient les serrures connectées pour, permettre des arrivées, autonomes sans être sur place. Et donc on a ce nouveau tableau de bord qui permet en fait d'avoir toutes vos serrures connectées au même endroit et d'envoyer automatiquement les codes d'accès, même si les serrures ne sont pas de la même marque. En fait, vous pouvez envoyer des codes à chaque voyageur et aussi avoir des codes permanents pour votre équipe. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les infos ici. Et si vous n'avez pas essayé Lodify et que ça vous intéresse, que vous soyez un propriétaire ou une conciergerie, il y a toujours 7 jours d'essai gratuits. C'est sans engagement et vous pouvez faire le tour de la plateforme, voir comment créer votre site web, essayer les fonctionnalités et voir si ça vous plaît. Voilà. Moi maintenant, je ne vais pas parler plus longtemps. Je ne suis pas experte comme Marie. Donc je vais laisser la parole à Marie. Je vais arrêter de présenter. Et est-ce que Marie, en quelques mots, tu veux te présenter? Alors oui, bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, je m'appelle Marie, initialement je viens du monde de l'hôtellerie et j'ai migré vers une agence qui fait uniquement de la gestion de meublés de tourisme, une agence immobilière sur l'est de la France. Et avec le temps et l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait une légère absence de connaissances au niveau de la sécurité. Et donc, on a créé un label, mais nos missions sont aussi de sensibiliser. Et c'est le but de ce webinaire ce soir, c'est de vous sensibiliser sur ce que vous allez pouvoir faire dans vos logements, dans les logements que vous gérez, pour améliorer la sécurité du coup des voyageurs, mais également votre sérénité à vous. Ça me paraît super clair. Ok. Est-ce que tu veux partager ta présentation? Voilà, ça. C'est vrai que quand on pense location saisonnière, la sécurité, c'est pas une chose à laquelle on pense tout de suite. C'est C'est plutôt vrai un point que qui vient les après. hôtels vont avoir des normes strictes, vont avoir des contrôles chaque année. Au niveau des meublés de tourisme, tant qu'on n'est pas en ERP, tout ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est pas le premier réflexe auquel on pense quand on ouvre un meublé de tourisme. Mm, tout à fait. Alors, juste quelques chiffres. Alors, les chiffres font un peu peur. C'est des chiffres au niveau de l'habitation. Il n'existe pas de chiffres réservés au meublé de tourisme. En France, on est sur 5 millions du coup de passages aux urgences, 26 chutes mortelles par jour. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces accidents domestiques, ils peuvent également se produire chez vous. Donc, c'est également pour ça qu'on souhaite vous sensibiliser, c'est que les accidents peuvent arriver chez vous et donc l'idée c'est de dire on va les réduire et on va vous permettre d'éviter ce genre de mésaventure pour vos voyageurs. Alors, je vais juste éclaircir un petit point. Tout à l'heure, je parlais donc d'ERP. Un ERP, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement recevant du public. Donc, on en connaît certains, les lycées, la médiathèque, les hôtels. Et c'est vrai que la limite entre l'ERP et l'habitation en meublé de tourisme peut parfois être floue. Donc, le chiffre à retenir, c'est le chiffre de 15. Jusqu'à 15 personnes, adultes, enfants, bébés compris, dans votre logement, vous êtes en meublé de tourisme classique sous la réglementation de l'habitation. À partir du moment où dans ce logement, vous allez accueillir une 16e personne, même si c'est un bébé, vous allez passer en ERP, où là, les normes sont beaucoup plus strictes. À savoir que la règle de l'ERP s'applique également en cas de copropriété monopropriété. Ça veut dire que si vous êtes le seul propriétaire d'un seul et même immeuble avec comme seule activité le meublé de tourisme, la limite de 15 s'applique aussi. Voilà. Donc ça, c'est la petite précision. Donc pour une maison, dès que vous allez accepter un bébé supplémentaire ou un enfant et que vous passez le cap des
de la 16e personne, vous êtes normalement soumis à l'ERP et pouvez, en cas d'incident, vous retrouver avec des poursuites pour non-respect de la réglementation. À savoir également que pour l'ERP, pour les groupes d'enfants qui voyagent sans leurs parents. On a régulièrement dans notre secteur des demandes pour des voyages scolaires, des échanges. C'est jusqu'à 6 enfants avec un adulte qui n'est pas un parent. Au-delà, pareil, si vous avez 7, 8 enfants avec un animateur, avec un professeur, vous devriez être ERP pour pouvoir les accueillir par logement. Et la dernière, c'est les séjours pour les personnes en situation de handicap. On vous recommande de bien préciser que vous n'êtes pas ERP suite au drame de Winsenheim qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, qui a fait plus d'une dizaine de morts. Les recommandations étaient pour les institutions et les associations de réserver uniquement en ERP. Donc le mieux est de le préciser pour éviter toute déconvenue durant le séjour. Alors, on va faire un petit arrêt sur les diagnostics. Alors, les diagnostics sont maintenant obligatoires pour les nouveaux meublés de tourisme, avec des interdictions progressives pour les nouvelles ouvertures et pour celles qui sont déjà, enfin, pour ceux qui sont déjà ouverts, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diagnostics vont pouvoir vous apporter, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que gestionnaire, des informations sur l'état du logement pour des choses qui ne sont pas obligatoirement visibles. Donc, par exemple, au niveau des diagnostics, vous avez le plomb, vous avez l'amiante, l'électricité, le gaz et après tout ce qui est risque naturel. Vous allez me dire, oui, l'électricité, on voit si c'est pas aux normes ou autre. Alors, ceux qui sont importants, par exemple, le plomb, c'est quelque chose que vous n'allez pas obligatoirement pouvoir voir, vous, lors de la visite d'un logement. Mais les risques sont là, notamment pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Plus facilement les enfants qui ont tendance à, on va pas dire manger ou lécher tout ce qu'ils trouvent, mais un peu plus facilement mettre les choses à la bouche. Ce risque existe. La preuve, Airbnb a décidé de retirer de AirCover, donc pour le voyageur, les réclamations en cas de saturnisme lié au plomb. Si le voyageur fait une réclamation, vous n'êtes pas couvert en tant que propriétaire ou gestionnaire par la garantie Airbnb. Donc c'est la preuve que malheureusement des cas se sont déjà présentés. Donc au niveau de ces diagnostics, en fait, vous avez 3 niveaux. Vous avez non dégradé, donc ça veut dire qu'il y en a, mais il faut les surveiller. Vous avez état d'urgence, donc normalement pour une location classique, il faudrait remettre en état la zone, et après vous avez dégradé là la location. Alors la location classique est interdite parce que quand vous présentez votre diagnostic, vous n'allez pas pouvoir louer. En cas d'un meublé de tourisme, si vous ne demandez pas ce diagnostic au propriétaire, notamment pour une conciergerie, vous ne pouvez pas savoir si potentiellement le logement est dangereux. Un petit rappel, un petit gros mot en ce moment, ça va être la loi Le Meur. Vous êtes responsable en tant qu'intermédiaire au même niveau que le propriétaire. Donc, n'hésitez pas à demander les diagnostics. Après, voilà, comme dit certains, par exemple ici, c'est pour les logements avant 1949. Donc, si vous avez une résidence récente, vous vous doutez bien qu'il ne va pas y avoir de plomb. On est sur le même diagnostic, enfin sur le même régime avec l'amiante. Là, pour tout ce qui est antérieur à 1997, donc pareil, vous pouvez trouver des fibres d'amiante dans l'air, dans le logement, sur les supports, avec également du coup les fameux 3 niveaux. Pareil, potentiellement en location classique, niveau 3 ne passerait pas. Vous n'avez pas l'information, vous pouvez potentiellement le mettre en meublé de tourisme sur le marché. Alors, au niveau des diagnostics électriques, il existe 2 choses. Soit le consuel, donc c'est une attestation de conformité. Donc ça va être pour des logements qui ont été refaits à neuf avec modification du coup du tableau électrique ou des créations de logements. Et après, le diagnostic pour ce qui est du coup des logements anciens, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diagnostics électriques vont avoir différents points.
Alors effectivement, certains sont visibles. Vous pouvez aussi faire des tests vous-même, notamment sur le fonctionnement du disjoncteur général. Il y en a d'autres qui sont un peu moins visibles, comme notamment le niveau, la mise à la terre. En France, la majorité des incendies qui se déclarent dans un logement vont être liés à un risque électrique. Soit un départ directement sur un tableau électrique qui n'est pas aux normes, soit une installation électrique qui n'est plus aux normes, ou un autre élément, ça va être après tout ce qui est appareil électrique. Donc on va être sur du multiprise sur rallonge, par exemple, parce qu'on a besoin d'une prise à un endroit et qu'il n'y avait pas de prise. Donc ça, c'est des choses à surveiller facilement. Et après, les petits appareils et gros appareils d'électroménager qui peuvent être endommagés et du coup avoir un risque d'incendie derrière. Pour le gaz, vous avez également donc un diagnostic qui existe, donc uniquement si le logement est relié au gaz. Pareil, comme sur les précédents, donc plomb et amiante, vous avez différents niveaux, avec notamment le DGI, où là, normalement, l'accès au gaz devrait être coupé. Par expérience, on a vu déjà des cas de DGI où le propriétaire a remis le gaz après le passage du diagnostiqueur. La saison des beaux jours va arriver, donc on va commencer par voir les piscines qui, je pense, vont en intéresser certains, avec du coup une petite précision au niveau de ce qui est piscine. On va distinguer d'un côté les piscines à usage privatif, donc ça va être les piscines où uniquement les utilisateurs de votre logement vont y avoir accès, et ensuite les piscines privées à usage collectif. Donc ça va être le cas, par exemple, si vous louez une partie de votre logement, si vous avez des chambres d'autres, et dans ce cas, il y a plusieurs utilisateurs. Si la piscine est pour plusieurs logements, ou si la piscine se trouve dans une copropriété. Certains chanceux ont ce cas-là. Donc là, dans ces cas-là, on est sur deux régimes différents. La piscine, du coup, à usage privatif, la plus simple, on va dire, donc qu'elle soit enterrée partiellement ou totalement, neuve ou existence, il faut bien penser à vérifier que vous avez au minimum une installation de sécurité. Donc dans les installations de sécurité, on va avoir la barrière de protection, l'alarme, la couverture de sécurité ou l'abri. Bien penser à vérifier sur vos factures ou sur la facture du propriétaire que la norme correspondante au produit est respectée. Dans notre cas, chez Securescore, on va privilégier en premier la barrière, à savoir qu'avec la couverture, c'est plus esthétique. Malheureusement, beaucoup vont l'ouvrir et la laisser ouverte et pas la refermer après chaque utilisation. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez maximiser la sécurité de votre piscine, c'est de combiner deux éléments de sécurité. Par exemple, dire je mets une barrière et une alarme, ou je mets une couverture et une alarme, et on désactive l'alarme quand on rentre dans la piscine et que la couverture reste ouverte, par exemple, toute la journée. Parce qu'une noyade, ça va très vite. C'est vrai que les voyageurs doivent être sensibilisés, mais voilà, dans quelques centimètres, un enfant peut se noyer. Un adulte peut se noyer également. Certains profitent des séjours pour des moments festifs. La fatigue, l'alcool sont également des éléments qui vont augmenter les risques de noyade chez l'adulte. Marie, on a une question de Corinne. Corinne, elle a un étang dans sa propriété et elle demande c'est quoi les préconisations. Alors, pour un étang, il n'y a pas d'obligation en termes de législation, contrairement aux piscines, on a des normes. Nous, de notre côté, dans notre label, on a mis justement une question pour favoriser une barrière de protection. Alors, idéalement, se rapprocher de la norme piscine, mais au moins mettre quelque chose autour pour éviter l'accès direct. Les enfants sont toujours attirés par ce qui est nouveau,
par les animaux, les canards qui peuvent être sur l'étang. Donc c'est vrai que pour limiter les risques, on recommande une barrière, une clôture. Alors peut-être pas tout autour précisément, mais délimiter un espace, on va dire jardin-étang, différent que la terrasse, par exemple, de la maison. Ok. Pour ceux qui ont des logements dans une copropriété où il y a une piscine, pour ceux qui ont des chambres d'hôtes ou qui donnent accès à la piscine de leur logement ou qui ont une piscine, par exemple, pour 2 logements ou plus, dans ces cas-là, vous êtes sur ce qu'on appelle une piscine privée à usage collectif. Ces piscines doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie. Vous avez les mêmes obligations en termes de sécurité, donc de dispositifs de sécurité que précédemment. À cela va se rajouter un contrôle minimum chaque année de l'ARS, à savoir que maintenant, il délègue à des entreprises privées, mais l'ARS peut missionner un laboratoire pour venir faire des analyses. Une surveillance quotidienne de l'eau, ça veut dire tous les jours aller faire des analyses de l'eau, les reporter dans un cahier prévu à cet effet avec les interventions qui sont faites, donc nettoyage, rajout de chlore, rajout de pH et ce genre de choses. Et vous avez, contrairement aux piscines privées à usage privatif, des normes à respecter sur les produits que vous allez utiliser dans le traitement. À cela s'ajoute également une liste d'affichage obligatoire. Je ne vais pas pouvoir tous vous les donner, mais sur notre site internet, on a fait des articles de blog qui sont gratuits et vous allez pouvoir retrouver différentes informations à ce niveau-là, ou vous nous envoyez un mail et on vous envoie la liste des éléments obligatoires. Donc au niveau des obligations, ce qui est réel... Oui. Pardon, je te coupe, Marie. Il y a une question de Graziella qui demande est-ce qu'il faut une barrière spéciale, une barrière à 3 points, ou seulement avec serrure, c'est bon? Pour les piscines? Je pense que c'est pour les piscines, en fait, il faut qu'il y ait en fait la norme pour la barrière NFP 90-306. Donc, ça va prendre en compte la résistance, les écarts et également le système avec, on va dire, une pseudo-sécurité enfant au niveau de l'accès de la piscine. Ok, donc ça pourrait être, ça dépend du type de barrière, mais il faut qu'il y ait bien cette norme oui. Sur le modèle, quoi. D'accord. C'est ça, exactement. Parce que s'il y a un accident et que vous n'avez pas la norme, vous êtes responsable. Même si le produit est équivalent, c'est la norme qui est obligatoire et qui doit être respectée. Donc ça serait comme des barrières homologuées, on pourrait dire. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Donc au niveau des obligations, on connaît tous le classique détecteur de fumée. Je vais juste encore répondre à Caroline. Les normes jacuzzi et piscine sont les mêmes, exactement. Et alors, 3 gîtes, on est en piscine privée à usage collectif, étant donné qu'il y a 3 logements pour une seule piscine. Alors, la responsabilité pour la bâche, alors c'est pas une bâche, c'est une couverture de sécurité. Effectivement, il y a une obligation dans le fait qu'eux doivent la refermer en cas de noyade. Psychologiquement, je me sentirais mal si un enfant se noyait parce que la bâche, enfin la couverture n'a pas été remise. Donc c'est vrai que idéalement, à combiner avec une alarme ne coûte pas très cher en soi et est facile d'entretien. Donc c'est même avec une barrière ou un abri, la double sécurité peut être très intéressante. Moi, j'habite personnellement dans une copro où on a la chance d'avoir une piscine et on a mis en place le double dispositif, c'est-à-dire qu'on a la barrière plus l'alarme. Alors, on va redescendre un tout petit peu. Donc, on disait détecteur de fumée obligatoire. Alors, ce qui est important, c'est bien vérifier leur fonctionnement avant chaque séjour. Je sais que c'est très compliqué. Bien vérifier aussi les dates de péremption parce qu'ils ont une garantie, une durée de vie.
Vous avez des marques, notamment comme Kidé, qui font des détecteurs, que ce soit monoxyde ou fumée, avec des batteries en lithium soudées à l'intérieur. Ça veut dire que le voyageur ne va pas pouvoir enlever les piles. Ça, on le sait que ça arrive assez régulièrement. Quand vous avez un logement avec du coup une chaudière gaz, une chaudière fuel, vous avez une obligation d'un entretien annuel par un professionnel avec un certificat. Donc pensez bien à le demander à vos propriétaires quand vous avez le logement en gestion. Ils ne sont pas obligés de prendre un contrat d'entretien pour assurer la maintenance derrière, mais il est nécessaire d'avoir cette attestation d'entretien annuel. Au niveau du ramonage, si vous avez des cheminées, il faut du coup 2 ramonages par an, une en période de chauffe, une en dehors. Donc pareil, ça c'est une attestation à demander aux professionnels pour attester qu'il est bien passé pour le ramonage. Ensuite, quelque chose d'un peu plus matériel, au niveau des balcons, vous avez des normes au niveau des garde-corps, pareil comme pour les barrières. Donc une norme qui est pour la dimension, donc pour éviter qu'un enfant puisse passer à travers, et une autre pour la résistance, donc quand on s'appuie dessus pour éviter qu'elle cède. Généralement, on recommande également que cette norme soit respectée pour tout ce qui est mezzanine dans les logements, pour les escaliers également. C'est très joli de faire des rambardes en bois flotté, on le voit dans beaucoup de logements. Par contre, généralement, ces rambardes ne respectent pas les normes et il y a un risque derrière de chute. Au niveau des lits superposés, on est également sur des literies qui disposent de normes spécifiques. Il y en a 2. À savoir qu'en complément de ces mentions qui doivent être donc lors de l'achat, vous devez afficher dans le logement la mention « Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans ». Ça doit être donc apposé de façon lisible, visible et indélébile au niveau du lit. Idéalement, rajouter un picto ou le mettre dans une langue étrangère selon votre fréquentation au niveau des voyageurs. Et pour les lits bébés, alors, les lits bébés ont des normes. Et derrière, il faut bien penser à vérifier l'état des lits bébés régulièrement. À savoir que vous ne devez pas utiliser d'éléments extérieurs si jamais il y a un incident avec le lit bébé. Et un grand sujet qui va faire débat avec beaucoup de vos voyageurs, je n'en doute pas, sur les lits bébés. Il ne faut jamais rajouter de matelas supplémentaires. Au niveau des lits bébés parapluies, seul le matelas fourni par le fabricant et qui est homologué par le fabricant doit être proposé à vos voyageurs. Donc ça va être généralement le matelas qui entoure le lit quand il est plié. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire « Non, mais moi, je veux un matelas en plus, mon enfant ». Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un lit bébé parapluie a des parois souples. Quand vous mettez le matelas qui est fourni, c'est un matelas qui a un certain poids et une certaine rigidité. Si vous rajoutez un matelas classique de lit bébé, l'enfant a un risque de glisser sur les côtés et malheureusement de mourir étouffé. C'est déjà arrivé, notamment chez des assistantes maternelles. Donc, ne surtout pas rajouter de matelas parce que les lits bébés parapluies ne sont pas conçus pour avoir un matelas classique. Au niveau de nos recommandations, donc là, on a fini les obligations. De notre côté, on recommande les détecteurs de monoxyde de carbone à partir du moment où vous avez une source de monoxyde de carbone. Si vous êtes en 100% électrique, pas besoin d'investir dedans, il n'y a pas de raison. Si vous avez du gaz, si vous avez un poêle à pellets, chaudière fuel, mettez un détecteur de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qui est invisible, inodore, incolore et qui malheureusement fait des victimes chaque année. Donc, c'est un petit dispositif comme le détecteur de fumée et qui peut sauver des vies. Au niveau des logements, un extincteur est un grand plus. Alors, à savoir qu'un extincteur classique doit être entretenu chaque année,
que en fonction de l'extincteur, le type de feu est différent, donc ça peut être un peu complexe. Il existe des solutions alternatives comme le Blockfire, donc qui est une boule qui a une durée de vie de 5 ans et qui peut être utilisée sur différents types de feux et facilement utilisable par tout le monde pour circonscrire un feu. Un extincteur n'est pas là pour éteindre un incendie, l'extincteur est là pour limiter sa propagation et essayer d'enrayer sa propagation au moment du départ de feu. Par contre, un extincteur qui n'est pas entretenu est un extincteur qui ne servira à rien. Au niveau des climatisations, alors il n'y a pas d'obligation. Par contre, c'est vrai qu'il est important de faire réviser vos climatisations avec un entretien par un professionnel. Il y a des agréments pour pouvoir remettre notamment à niveau les différents gaz des circuits et le fait de faire un entretien régulier des climatisations permet d'éviter les risques de moisissure et de bactéries qui peuvent du coup être diffusées dans l'air et derrière créer des maladies chez vos voyageurs. Voilà. On va peut-être prendre... J'ai des questions. On a une Je question sais plus où je me suis arrêtée. il y a Dorothée qui demande à quoi ça sert d'en faire 2 par an, des ramonages. Alors, la question technique en elle-même, pourquoi je ne sais pas. La loi a décidé que c'était 2 par an, un hors chauffe, un en période de chauffe. Je pense que c'est notamment pour vérifier la bonne évacuation et le bon fonctionnement du circuit, notamment en période de chauffe, et en dehors des périodes de chauffe, de pouvoir vraiment faire un entretien complet. Peut-être qu'on peut aussi en dire plus sur Secure Score, parce que je pense qu'on a un peu passé le sujet rapidement. Et peut-être qu'il y a Oui, pas de souci. des questions Je vais juste là-dessus. encore, j'ai vu qu'il y a des Oui, questions oui. importantes au niveau notamment de la bâche. Alors attention, la bâche et une couverture, c'est 2 choses différentes. Normalement, une couverture permet de marcher dessus, ce qui n'est pas le cas des bâches. C'est 2 éléments complètement différents. Donc vérifiez bien les normes au niveau des produits que vous avez, parce que c'est vrai qu'une bâche et une couverture sont 2 choses différentes. Généralement, les couvertures, on va plutôt être sur du volet roulant qu'une bâche classique. Alors, malheureusement, il n'existe pas de diagnostic pour les barrières. Peut-être, déjà, vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les normes et en fait vérifier les écartements. Ça va déjà vous donner une première idée. Si vous voulez, vous pouvez me faire un mail. J'ai une illustration sur les gabarits de la norme. Donc, ça va déjà pouvoir vous donner une première idée. Alors, pour les produits ménagers, donc ça c'est Nicolas. Que ce soit les produits ménagers, que ce soit les médicaments, alors on a tout un sujet sur les enfants, notamment avec notre Children Safe. Les produits ménagers, donc de base normalement à dehors de portée des enfants. Idéalement, si vous pouvez les mettre dans des boîtes qui sont fermées avec hermétiquement avec une légère sécurité qui sont un peu plus difficiles à ouvrir ou les mettre en hauteur, c'est l'idéal pour éviter l'accessibilité aux plus petits. Pareil, quand vous achetez un four, en parlant de la sécurité des enfants, vérifiez bien que votre four a une vitre froide. Alors, c'est vrai que sur les anciens fours, ce n'est pas le cas. Maintenant, il existe un système de vitre froide. Ça veut dire que quand vous faites chauffer le four, la vitre extérieure n'est pas chauffante. Voilà, il y a plein de petits éléments différents en fonction de la clientèle que vous allez accueillir, mais c'est vrai que la sécurité des enfants pourrait faire l'objet, je pense, d'un webinaire complet tellement le sujet est vaste. Au sujet des enfants, il y a une question de Cédric qui demande est-ce qu'il y a une obligation de poser une barrière d'escalier pour les enfants? Il n'y a pas d'obligation dans la loi. Par contre, c'est recommandé c'est recommandé d'en avoir une en haut, une en bas, dans ces cas-là. Il y a un âge existe ou pas de recommandation spéciale? Pardon? Il y a un âge jusqu'à, je ne sais pas, peut-être pour les enfants de moins de 6 ans ou quelque chose comme ça, où il n'y a pas vraiment de vraie recommandation sur l'âge des enfants.
pour avoir une barrière? Bah, en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la barrière peut servir aussi pour des adultes, hein. Mais c'est vrai que l'âge, ça va vraiment dépendre. C'est une question d'éducation, malheureusement, et de l'habitude des enfants. Après, c'est vrai que quand vous avez des escaliers sans barrière avec des marches vides, ça veut dire sans butée au bout, ça fait des éléments qui se rajoutent et qui font que c'est pas obligatoirement compatible pour les enfants. Mais après, comme dit, c'est une question d'éducation. Vous allez avoir des enfants qui vont pas s'approcher des escaliers et puis d'autres qui vont courir dedans. Mais la barrière est un grand plus à avoir. Ok, c'est clair. Ah, on a une question précise de Caroline. Alors, je vais mettre la question. Comme elle est un peu Ouais. longue, on pourra y répondre tranquillement. Quelles précautions pour un jardin en espalier si le jardin est séparé de la terrasse par un portillon avec un loquet, si le contrat de location ne précise que la terrasse à disposition, doit-on préciser par écrit dans le contrat que l'accès au jardin est sous responsabilité des locataires? Alors, vous pouvez le préciser dans le contrat. On sait tous que les voyageurs ne lisent que la moitié de ce qui est écrit. L'idéal, c'est de mettre un affichage directement sur la porte séparatrice. Donc, idéalement, si c'est une porte avec un loquet, avec une sécurité, avec une clé, ça peut être un grand plus. Mais effectivement, le mieux, c'est de mettre un affichage directement sur la porte. Les voyageurs ne lisant pas les trois quarts des annonces et des contrats. C'est super clair. Alors, je regarde si on a pas d'autres questions. Est-ce qu'il faut une assurance spécifique pour les locations saisonnières pour moins de 12 personnes? Alors, il faut une assurance propriétaire non occupant. Ça, c'est l'assurance de base qui est obligatoire. Tout logement doit être assuré. Donc voilà, assurance propriétaire non occupant. Vérifiez les clauses, hein, bien sûr, en fonction de si vous avez un jardin, un balcon, si vous avez une piscine, un jacuzzi. C'est des clauses à vérifier et à rajouter dans votre contrat. Donc ça, c'est vraiment pour la sécurité classique. Après, il existe des produits dédiés aux meublés de tourisme et qui là vont être plus pour les dégâts causés par les voyageurs. Mais l'assurance de base, avec notamment une assurance pour vous, ça va être la propriétaire non occupant. Super. Donc, on a répondu à Eric. Est-ce que c'est l'assurance villégiature? C'est Non, différent, hein. c'est deux assurances différentes. Ok. Sur ça, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que pendant ce temps, Marie, tu peux peut-être expliquer ce qu'est Secure Score, ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez mis en Alors, place? on va juste continuer sur la villégiature. Alors, même si vous faites appel à une conciergerie, en tant que propriétaire, vous devez avoir une assurance pour votre logement. Ce n'est pas la conciergerie qui va prendre l'assurance. Alors, Secure Score, pour faire une petite présentation rapide, en fait, on est une jeune start-up, on a une petite année derrière nous, avec beaucoup de travail. On a lancé en fait un label qui évalue le niveau de sécurité des meublés de tourisme, donc en deux offres. La première qu'on a lancée, c'est une auto-évaluation que chacun peut faire. Je me permets, hein, mais du coup, si vous allez sur notre site Secure Score, avec le code promo Logify, avec un L majuscule, vous avez un classement offert. Donc ça, c'est l'auto-évaluation. Et on a lancé en janvier une version certifiée où là, c'est des professionnels habilités qui viennent dans le logement pour évaluer le niveau de sécurité de vos meublés. La note va de A à E comme une Nutri-Score et ça vous permet de savoir où en est votre logement. Et derrière, on vous envoie les recommandations pour améliorer la sécurité des voyageurs. Pour être honnête, tout ça est né d'il y a 2 ans. Moi, j'habite en Alsace et on a eu en fait en moins d'un mois, en moins de 6 mois, pardon, on a eu 3 incendies en Alsace. Donc celui de Winsenheim qui a fait une dizaine de morts. On en a eu un à Colmar où une personne est décédée. Alors heureusement, enfin pas dans le meublé de tourisme, mais voilà, il y avait 2 meublés de tourisme au-dessus qui ont également été impactés par l'incendie et un à côté de Strasbourg qui, heureusement, n'a pas fait de victime. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait beaucoup de carences et qu'il y avait très peu de sources d'informations
pour encourager, pour aider les propriétaires et les gestionnaires. Donc voilà, on vend notre produit, notre label, et à côté de ça, sur nos réseaux et sur notre site, on a un espace blog où on vous sensibilise, on vous donne des informations pour vous aider à améliorer la sécurité de vos logements et de vos voyageurs. Ok, il y a la question de Sandrine, je pense que c'est un point important, c'est la responsabilité des conciergeries. Je pense que tu sauras répondre à ça, Marie. Alors, c'est vrai qu'initialement, les personnes avec les cartes G, donc les agences immobilières, donc G, c'est comme gestion, c'est un statut qui a été créé, alors ça fait débat en ce moment, mais qui a été créé à la base pour la gestion classique des logements, qui maintenant sert à gérer les meublés de tourisme pour pouvoir gérer les fonds, avait en tant qu'agent immobilier une obligation de conseil auprès des propriétaires. La loi Le Meur a élargi cette obligation aux conciergeries immobilières, qui ont également leurs responsabilités. Alors oui, vous êtes un prestataire, mais vous êtes évalué comme un prestataire qui vous occupez du logement et du voyageur. Vous n'êtes pas le prestataire, par exemple, qui fait juste le ménage, ou le prestataire qui va laver uniquement le linge. Donc c'est vrai que la loi est en train de se rigidifier et de mettre un cadre. Donc, c'est vrai que c'est important également pour les conciergeries de vérifier les biens que vous avez en gestion, parce que vous pouvez être aussi responsable, même si vous n'avez pas la carte G, parce que vous aidez le propriétaire à commercialiser son bien et accueillir les voyageurs. Alors oui, effectivement, pour répondre à Maxence, l'assurance propriétaire non occupant, c'est l'équivalent en fait de l'assurance habitation pour les logements meublés de tourisme. Quand vous êtes locataire, propriétaire, vous êtes obligé d'assurer votre bien ou dans lequel vous habitez. Donc dans ces cas-là, vous avez l'assurance habitation. Et ensuite, vous avez l'assurance propriétaire non occupant, qui est un équivalent pour le meublé de tourisme, du fait qu'on considère que vous ne logez pas dans le logement, et que du coup, la personne qui potentiellement pourrait causer un dégât ou une fuite ou autre, c'est le voyageur et pas vous. Voilà, c'est juste au niveau de la prise en compte des éléments qui est un peu différent, et généralement le tarif est un peu différent aussi, mais c'est un équivalent. L'autre, je pense que c'est pour toi. Précisez votre offre couplée à Logify. Je pense que c'est l'offre du diagnostic offert, c'est ça? Ah oui, alors l'offre, c'est en fait si vous allez sur notre compte et que vous ajoutez à votre panier pour un logement une auto-évaluation avec le code promo Logify, vous avez du coup un classement en auto-évaluation pour un logement offert. Ok. C'est en majuscule ou en minuscule? Je vais le noter dans le chat. Alors c'est L majuscule et après c'est du minuscule. Ok, je vais mettre le code promo et je le mettrai aussi demain dans la vidéo replay, comme ça. Ceux qui n'ont pas pu assister. Ou c'est juste pour ceux qui viennent en direct, qui sont un peu scolaires? Non, c'est pour ceux qui sont en replay aussi. Super. Voilà. Comme dit, en fait, si chacun met sa pierre à l'édifice, on va améliorer la sécurité dans l'ensemble des meublés, parce que finalement, vous améliorez la sécurité de vos voyageurs, vous améliorez également la sécurité de votre voisinage. Et potentiellement la vôtre quand vous habitez à côté. Et puis c'est vrai que ça reste abordable de faire l'auto-évaluation, parce que c'est 18 €, c'est ça? 18 € normalement. En Donc fait, pour être honnête, on ne voulait pas que l'auto-évaluation, le prix soit un frein. On préfère que l'investissement se fasse dans la mise aux normes des logements qui ne le seraient pas, plutôt que dans une auto-évaluation. Voilà, j'ai mis le lien, si quelqu'un est intéressé, il peut essayer. Température. Une question de Caroline de nouveau, qui demande s'il y a des températures max si on accueille des enfants. Je pense que ce serait pour les piscines ou les jacuzzis.
si on Alors, accueille des enfants, est-ce qu'il y a les des températures au précautions? niveau alors si c'est l'eau chaude, pour tout ce qui est douche et baignoire, il est préférable de privilégier les têtes thermostatiques, qui ont une sécurité justement qui s'arrête à 37 degrés et vérifier le bon fonctionnement de ces têtes thermostatiques parce que malheureusement, au bout d'un certain temps, notamment dans les zones très calcaires, elles peuvent ne plus être totalement efficaces. Mais quand vous choisissez un mitigeur, privilégier les têtes thermostatiques plutôt que notamment pour les douches et les baignoires, plutôt que les chauds froids. La tête thermostatique va délivrer une eau donc à 37 degrés ou moins généralement. Et ensuite, si vous voulez aller au-dessus, il y a un petit bouton à presser et tourner en même temps. Il y a Michel qui demande si Sécurscore, c'est juste en Alsace ou si c'est partout. Non, alors Sécurscore, c'est partout en France. Voilà. Pour l'instant, on est en France, on s'est basé sur la législation française. Après, voilà, s'il y a des francophones, ça peut vous donner en tout cas des recommandations et des conseils pour améliorer dans votre logement aussi. Alors, le détecteur de fumée est obligatoire, Maxence, dans tous les logements, offert par l'assureur. C'est plus vraiment le cas. Il y avait des petits avantages au tout début quand la loi est passée. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, c'est un minimum. Après, en fonction de la taille du logement, il va peut-être falloir en prévoir un deuxième, voire un troisième. Mais voilà, c'est obligatoire et généralement, c'est plus pris en compte par l'assurance. Par contre, certaines assurances demandent encore une attestation sur l'honneur pour indiquer que vous l'avez bien mis et qu'il est bien fonctionnel. Ok. Est-ce qu'on a une autre question? Peut-on faire signer une décharge pour un balcon en bois déjà en place? Je pense que c'est un balcon qui n'est pas aux normes ou... En termes de réglementation, ça, je vais être honnête, j'ai pas la réponse. Soyons honnêtes, j'ai pas la réponse. Pour les bains nordiques, je pense que la réglementation sera la même que pour les jacuzzis. Donc piscine individuelle privée. Ok. Et combien de temps est valable le certificat Sécurscore? Est-ce qu'il faut en faire un chaque année? Alors actuellement, on est sur 1 an pour l'auto-évaluation. Si vous la faites cette année et qu'il n'y a pas de changement, ça vous donne déjà une idée de là où est situé le logement. C'est vrai que d'une année à l'autre, le questionnaire va s'améliorer en fonction des évolutions de la loi et des réglementations. On a Alors, une question de Béatrice pour la sécurité d'un gîte agricole. Est-ce que tu as des précisions là-dessus? Oui, alors il va falloir mettre un affichage de façon lisible et sur la clôture en elle-même. Et je recommande également en complément une information, donc peut-être une petite fiche d'information à l'arrivée ou un petit affichage en dehors avant d'arriver au niveau de la clôture pour sensibiliser les voyageurs. Et puis vous pouvez rajouter, n'hésitez pas aussi à surveiller, j'en ai pas parlé, mais au niveau des enfants, quand vous avez des jardins, bien faire attention, il y a des plantes qui sont toxiques. Donc bien veiller à faire attention aux plantes que vous avez et ne pas hésiter à informer le voyageur quand vous avez soit des plantes qui sont toxiques, soit des plantes qui peuvent être... Alors, pas obligatoirement les allergènes directs, mais toutes celles qui peuvent, en cas de toucher, par exemple, provoquer des irritations de manière à prévenir le voyageur. Je vois qu'on n'est jamais trop prudent, il faut penser à tout. Okay. Le risque est partout. Hein. Le risque existe partout. Le risque zéro n'existe pas. Vous ne pourrez pas pallier à 100%, mais c'est vrai qu'il voilà, y a des petites choses qu'on peut anticiper, notamment voilà, dans les jardins, faire attention aux plantes qu'on va installer. Si vous avez une allée de cactus et que vous accueillez des enfants, c'est pas très compatible non plus. Mais je pense que c'est vrai, il faut penser à tout, pas hésiter à mettre des affichages. La
la question de Béatrice, elle me fait penser, comme Marie, j'ai aussi travaillé dans une conciergerie et c'était un gîte rural et en fait, il y avait un sanglier qui avait réussi, je ne sais pas comment, à entrer dans le gîte et il avait vraiment saccagé le gîte. Et je pense que des fois, on ne se rend pas compte à quel point un incident malencontreux, ça arrive vite quand on s'y attend pas. Donc, propriétaire, conciergerie, il faut qu'on fasse un peu attention à tout, quoi. Ok. Mais je pense que les meublés de tourisme, les conciergeries, c'est comme en hôtellerie, on a souvent des petites anecdotes qui, après coup, font rire, mais sur le coup, ne sont pas toujours Ah ouais. très agréables. Mais voilà, on peut avoir des petites anecdotes cocasses, notamment quand C'est il n'y a vrai. pas eu d'incident de personne, on peut en rire. Non, là, c'est vrai. Heureusement, le sanglier, c'était que des dégâts matériels. Maintenant, ça me fait rire sur le coup. J'avais un peu paniqué, j'avoue. Ok, on a une question. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à nous les faire partager. Ah oui, les guêpes, c'est vrai que les guêpes, c'est aussi un grand sujet avec les arbres fruitiers. Kathleen qui nous partage. Les Si vous guêpes, avez les des frelons, anecdotes, n'hésitez pas. pour tout ce qui est guêpes et frelons, alors je ne sais pas si je peux en parler, vous avez la garantie de Mitch Cover. Qui justement est une assurance complémentaire qui, elle, va prendre en charge tout ce qui est lié aux voyageurs. Donc tout ce qui peut aller au-delà de la caution et qui a une extension nuisible qui comprend les punaises de lit, les guêpes et les frelons notamment. Ok, je vais l'écrire dans le chat, ça s'écrit comment? MEETCH et cover. Ok, Pareil, Mitch vous pouvez Cover. m'envoyer un petit mail si vous avez des questions sur ce produit. Alors, ce n'est pas lié directement à la sécurité, mais voilà, c'est quelque chose de complémentaire. Euh, Après, voilà, c'est comme quand vous avez des gîtes ruraux, vous pouvez également avoir des rongeurs, notamment les loirs, qui sont protégés et qu'on ne peut pas juste mettre un petit piège ou les intoxiquer. Voilà, c'est comme tout. Il faut bien informer le voyageur. Alors, Mitch Cover, ça va être pour éradiquer. Alors, si vous savez que vous avez des insectes potentiellement dans la zone, ce que vous pouvez faire, c'est mettre à disposition une petite trousse de secours, bien penser à la vérifier régulièrement, mais notamment avec ce qu'on appelle les aspi-venins, mais voilà, qui permet de retirer ou une épingle, une petite pince à épiler, des désinfectants, voilà ces petits éléments. Et éventuellement une petite notice sur les gestes à avoir en cas de piqûre, de brûlure. Sur les piscines, alors on n'espère pas, mais si les enfants tombent sur les produits d'entretien de la piscine et qu'il y en a dans les yeux, voilà, vous pouvez mettre à disposition le numéro aussi bien affiché de façon visible, les numéros des secours, le numéro du centre antipoison le plus proche, éventuellement pour ceux qui sont en ville, si vous avez SOS médecin ou un site ou un numéro qui vous donne le médecin de garde, c'est des informations que vous pouvez mettre à disposition. C'est toujours utile, même s'il ne se passe rien dans votre logement. Quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui a une intoxication, celui qui a un déjeuner, ce n'est pas obligatoirement lié à votre logement, mais il sera aussi content de trouver ces informations, notamment pour les personnes étrangères. Et est-ce qu'il faut une trousse de secours dans le logement? Est-ce que c'est Alors, obligatoire? la trousse de secours n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez à disposition une trousse de secours, ça va être un élément qui est périssable. Donc, c'est quelque chose qui est à contrôler régulièrement, donc que tous les produits soient encore présents et que tous les produits soient encore utilisables parce qu'ils ont, pour la plupart, donc que ce soit les compresses, les désinfectants, ils ont des dates de péremption. Donc, c'est quelque chose à suivre de près. Si vous mettez alors, c'est pas recommandé de mettre des médicaments, mais certains laissent des médicaments des fois, notamment dans les résidences principales. Laissez-les dans les boîtes originales. Voilà. On a tous au fond d'une armoire à pharmacie des médicaments qui traînent. Si vous êtes dans une résidence principale, n'hésitez pas, enfin, pensez bien à les laisser dans la boîte originale ou les mettre dans un contenant séparé, que ce ne soit pas à disponibilité de tous. Ok,
Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Il y a juste une question, je ne sais pas si on a répondu à Sandrine. Des propriétaires demandent de faire signer une décharge aux voyageurs s'ils souhaitent désactiver l'alarme de leur piscine. Est-ce légal? Je vais faire afficher la question. Alors, de manière générale, l'alarme, elle est à désactiver à chaque fois qu'on va rentrer dans la piscine. Donc, idéalement, il vaut mieux faire signer une explication, une sensibilisation à l'utilisation qu'une décharge. Généralement, les décharges n'ont pas de réelle valeur juridique. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je pense que les piscines, c'était un peu le point clé avant la haute saison avec les beaux jours qui arrivent. Si c'est bon, n'hésitez pas à nous faire part de vos dernières questions. Sinon, je pense qu'on peut peut-être clore sur le sujet. Si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez contacter Marie, je vais remettre son mail juste ici si vous avez des questions sur Secure Score. Alors, Kathleen, le sujet des barbecues est très grand. J'ai justement fait un article l'été dernier sur les barbecues qui est disponible gratuitement sur notre site Secure Score. Donc, sur les différents avantages, les différentes contraintes et les différents risques des différents types de barbecues. À savoir que, en plus de l'article du blog, il faut également se référer aux arrêtés préfectoraux municipaux que vous pourrez avoir ou au règlement de copropriété au niveau desquels vous pouvez avoir des restrictions sur l'utilisation de certains types de barbecues. Voilà, j'ai mis l'article sur les barbecues pour Kathleen. Ok, bon ben super, je pense que il va être... encore des petites questions. Alors, Béatrice demande qu'est-ce qu'elle doit faire si elle a des guêpes de temps en temps au printemps. Alors, idéalement, c'est quand même de trouver l'origine. Hein. C'est le plus important. C'est trouver l'origine, à savoir que quand vous avez un nid, généralement, ils vont revenir au même endroit. Donc, après la saison, ne pas hésiter à retirer les différents nids pour éviter qu'ils reviennent. Et pour le NEL, pour les barbecues, donc effectivement, comme je disais, ça va dépendre des arrêtés préfectoraux municipaux. Vous allez avoir des barbecues, notamment par exemple les barbecues à charbon qui vont être facilement interdits. Et à côté de ça, vous allez avoir les barbecues gaz ou électriques, voire les planchas qui vont être autorisés ou tolérés parce que vous n'avez pas obligatoirement une flamme ou le côté, comment dire, des braises qui s'envolent. Donc voilà, ne pas hésiter à vérifier au niveau de la préfecture ou de la municipalité, voire même du règlement de copropriété quand vous êtes en copropriété. Ok, c'est clair. Bon, Béatrice n'a toujours pas trouvé l'origine, malheureusement. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de guêpes cette année. C'est ça, qu'elle décide pas de revenir. Maxence, vous avez un souci, faites-moi un mail, sinon Maxence, ou créez votre logement et faites-moi un mail et je pourrai vous débloquer l'accès gratuitement si le code promo fonctionne pas correctement. Ah, lien Stripe pour caution dégradation. Ah, pardon, lien Stripe, aucun rapport, pardon. Alors, attention, je pense que c'est par rapport à Mitch Cover, c'est deux choses différentes. C'est vrai que Mitch Cover va plus loin, en fait, que la caution pour la dégradation. Donc, voilà, c'est pas une obligation, c'est une information. Oui. Mais lien Stripe pour la caution, c'est utilisé par beaucoup de monde et nous, oui, on peut l'ajouter sur les réservations, le GFI sans problème. Et c'est quand même recommandé de mettre des cautions, même pour vos réservations qui viennent des plateformes. Hein, donc, tout à fait. Je pense que la conclusion du webinaire, c'est on n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent. C'est une très belle conclusion. J'avais laissé. On va pas être alarmiste. On va juste. Piscine, mais voilà, on n'est jamais trop prudent, exactement. Ok, bah c'est super. Je pense qu'on est bon. Maxence, si vous voulez parler avec Marie, vous avez son mail. Et si vous voulez parler avec le DeFi, je vais vous laisser mon mail. Comme ça, vous avez les deux contacts, hein, s'il faut.
parler de caution. Sécurité des logements, je pourrais pas trop vous aider parce que je pense que Marie est plutôt l'expert par rapport à moi. Je vais vous laisser mon mail au cas où, s'il y a des petites questions sur le DeFi. Je pense que c'est sur le Logify, effectivement. Ouais, j'ai mis mon mail, voilà. Ok, est-ce que les liens seront remis dans le mail d'accès replay? En fait, les liens, on va mettre le lien avec le code promo si vous voulez faire votre diagnostic offert. Généralement, le Peut-être lien le lien qu'on du vous envoie, site. c'est un lien YouTube. Mais oui, vous aurez bien le site Secure Score. Dans tous les cas, sur cette page, dès que le live sera terminé, la page reste active et vous avez tous les commentaires, donc tous les liens, toutes les questions, tout reste sur place. Ça ne s'efface pas. Donc, si vous refaut des liens de l'assurance et tout, ça restera dans les commentaires. Donc, ça ne sera pas effacé. Voilà. Ok, bon, c'est super. Merci à tous en tout cas pour vos questions. C'était super intéressant et je pense que c'est pas un sujet qu'on a beaucoup fait. Je pense qu'on n'a même pas écrit d'article là-dessus. Donc, merci beaucoup Marie d'avoir pris l'initiative et d'être venue ce soir pour nous donner plein d'infos. J'aurais été incapable de savoir tout ça. Je ne vérifie jamais mes équipements. Je suis un peu à la ramasse. Donc, je suis contente d'avoir eu une experte ce soir pour parler sécurité. Avec grand plaisir. Ok, Merci pour l'accueil. Merci à tous ceux qui ont participé pour vos questions et votre suivi, en espérant que vous repartirez avec plein de bons tips pour la saison qui démarre pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Bonne saison à tous et puis très bonne soirée.